Je m'appelle Élise Morel, j'ai 29 ans, et voici l'histoire de la nuit où j'ai enfin compris le peu de respect qui peut exister au sein d'une relation qui prétend encore être de l'amour. J'étais assise seule dans ma voiture, le regard fixé à travers la vitrine d'une brasserie parisienne, et à l'intérieur, mon fiancé riait, mais pas de ce rire chaleureux que l'on réserve à quelqu'un qu'on est heureux de voir, non, il était avachi sur la banquette, un bras posé nonchalamment sur le dossier, un verre à la main, brandissant son téléphone devant la tablée comme s'il s'agissait d'un spectacle de divertissement. Je savais exactement ce qu'il leur montrait, mon SMS qui disait « Où es-tu » ? C'est notre dîner d'anniversaire, car il avait 1h40 de retard. La table a explosé de rire à nouveau, des rires brefs et tranchants, l'un de ses amis a tapé du poing sur la table tandis qu'un autre se penchait avec cette curiosité malsaine qu'ont les gens lorsqu'ils regardent quelqu'un se faire humilier. Ma poitrine s'est serrée, ce n'était pas nouveau, car après 3 ans ensemble et 1 an de fiançailles, le respect était devenu une option pour lui, quelque chose qu'il n'offrait que lorsque cela ne lui coûtait rien. J'ai vérifié mon téléphone une nouvelle fois, aucun message, aucune explication, rien, alors que le matin même, il était collé à moi, me demandant à quelle heure je quittais le bureau, me disant de ne pas être en retard, agissant comme si cette soirée comptait, mais maintenant, mon existence n'était qu'une chute de blague. Je suis restée assise là quelques secondes de trop, assez longtemps pour me sentir stupide, assez longtemps pour me sentir petite, puis j'ai ouvert la portière de la voiture. Le restaurant était chaud et bruyant, rempli de tintements de verre et de conversations superposées, et pendant un bref instant, j'ai envié tous ceux qui ne marchaient pas vers une table où ils n'avaient plus leur place. Quand mon fiancé m'a vu, les rires se sont éteints instantanément, mais son sourire n'a pas disparu, il s'est figé, l'agacement a traversé son visage avant qu'il ne le masque par un haussement d'épaules décontracté. « Salut » ai-je dit, « tu as raté notre dîner d'anniversaire. » Il a levé les yeux au ciel, lentement et délibérément, comme s'il était déjà fatigué de moi, et a lancé « Ne sois pas dramatique, Élise, on peut manger n'importe quel soir. » L'un de ses amis a ricané en disant « Mince, quelqu'un va avoir des ennuis », et un autre a ajouté avec un sourire en coin « Détends-toi, elle s'en remettra, elle s'en remet toujours. » Mon fiancé s'est penché en avant, les coudes sur la table, la voix basse et tranchante, destinée uniquement à moi, « Chérie, tu me fous la honte, rentre à la maison, je te rejoins plus tard », et le mot « chérie » a claqué comme un ordre. Je n'ai pas bougé et j'ai dit « Il faut qu'on parle ». Sa mâchoire s'est contractée, il a expiré par le nez, l'irritation évidente, et a murmuré « Oh mon Dieu », avant de se lever en se tournant vers ses amis avec un demi-sourire comme pour s'excuser auprès d'eux, leur disant « Gardez ma place », puis il m'a frôlé en se dirigeant vers la porte sans attendre de voir si je suivais. Dehors, l'air était plus frais, il a croisé les bras, le poids du corps sur les talons, défensif, fermé, et a demandé « C'est quoi ton problème ?» J'ai répondu « Ce n'est pas juste le dîner, c'est notre anniversaire, c'est toi qui as presque 2 heures de retard, c'est toi qui en ris avec tes amis. » Il a ricané en disant « Tu es trop sensible », et voilà, la même rengaine à chaque fois. Il a continué, la voix se durcissant « C'est pour ça que j'ai besoin d'espace parfois, tu es étouffante, tu fais une histoire de tout. » Quelque chose en moi est devenu très calme et j'ai dit « J'arrête, cette relation est terminée. » Pendant une fraction de seconde, il s'est figé, puis sa bouche a tressailli comme s'il pensait que je bluffais, « Tu n'es pas sérieuse. » J'ai répondu « Si, je le suis, je déménage mes affaires ce week-end. » Il s'est approché, sans me toucher mais assez près pour envahir mon espace, les épaules carrées, le regard aiguisé, et a dit doucement, non pas comme une supplique mais comme une menace délivrée avec confiance, « Tu le regretteras si jamais tu pars, tu n'as aucune idée de ce que tu jettes, personne d'autre ne te supportera comme je le fais. » Mon pouls battait dans mes oreilles mais ma voix est restée égale, « On verra. » Il a froncé les sourcils en demandant, « Qu'est-ce que ça veut dire ?» J'ai répondu, « Ça veut dire qu'on verra », et je suis passé devant lui avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, lançant un « Profite de tes verres » sans me retourner. Il ne savait pas, ne pouvait pas savoir que j'avais déjà arrêté d'attendre qu'il change. Mon fiancé, que je nommerai Damien, vivait dans mon appartement, son nom n'était pas sur le bail, il avait emménagé petit à petit, un sac ici, des vêtements dans mon placard, ses affaires remplaçant les miennes centimètre par centimètre. Il ne payait pas de loyer, prétendant qu'il économisait pour notre avenir, mon bureau était devenu un débarras pour ses affaires, mon espace avait rétréci pour accommoder son confort, et pendant qu'il devenait plus bruyant, plus méprisant, plus certain que je ne partirais jamais, j'avais tranquillement fait des plans. Cette nuit-là, il est rentré vers 3 heures du matin, j'ai senti le matelas bouger quand il s'est couché et il a chuchoté, « Élise, tu dors ?» Je n'ai pas répondu.
Il a dit, je suis désolé pour tout à l'heure, on parlera demain, je suis resté immobile, j'avais déjà entendu ses excuses, toujours calme, toujours vide. Le vendredi matin, il a agi comme si de rien n'était, il a préparé le petit déjeuner, fredonné, m'a embrassé sur la joue et a demandé d'un ton décontracté, alors, à quelle heure est notre dîner de rattrapage ce soir? J'ai répondu, il n'y en a pas, c'est fini. Il a ri, un son bref et méprisant, allez, ne recommence pas. J'ai dit, je fais mes cartons ce week-end, tu devrais trouver un autre endroit. C'est là que le masque est tombé, il a dit platement, tu ne me plaques pas et je ne pars pas. Il s'est penché plus près, la voix basse et contrôlée, essaie de me mettre dehors et je ferai de ta vie un enfer. J'ai hoché la tête une fois en disant, d'accord, ce qui l'a déstabilisé, il a répété, d'accord? J'ai dit, je dois aller travailler, et il s'est détourné, claquant la porte de la chambre assez fort pour faire trembler les murs. Je suis resté là un instant, puis j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à mon frère, demain matin, 6 heures, amène le camion. Il pensait que la peur me retiendrait, il pensait que son avertissement me ferait rester, il ne savait pas que j'avais déjà accepté un poste dans une autre région, il ne savait pas que ce week-end était la fin. Il avait dit que je regretterais de partir, il avait tort, il ne le savait simplement pas encore. Les gens aiment croire que le manque de respect arrive bruyamment, avec des crises de cris, des portes claquées, des trahisons évidentes, mais avec Damien, ça n'a pas commencé comme ça s'est infiltré doucement, déguisé en confort. Si vous m'aviez demandé au début, j'aurais dit que nous étions solides, il était confiant, charmant d'une manière masculine et directe, protecteur quand ça l'arrangeait, et j'ai pris ça pour de la stabilité. Le changement a été assez progressif pour que je ne puisse pas marquer un jour précis où tout a basculé, c'était plus comme de l'érosion. Damien n'a pas officiellement emménagé, il est juste resté, un sac de week-end qui n'est jamais reparti, un tiroir qu'il a emprunté dans ma commode, des chaussures près de la porte qui se multipliaient. Quand j'en parlais, il souriait comme si j'étais mignonne et disait, « Pourquoi tu te prends la tête? On va se marier. » Ce mot, « marier », faisait tout le travail, mais il n'était pas sur le bail, ne payait pas de charges, et je le croyais quand il disait économiser. Au début, cela semblait normal de s'adapter, mon bureau est devenu un entrepôt pour ses cartons, temporaire, ma console de jeu a été poussée dans un coin pour qu'il installe son poste de travail, mon espace de penderie a rétréci jusqu'à ce que je fasse tourner mes vêtements selon les saisons comme si je vivais dans un studio. Rien de tout cela n'était assez dramatique pour se disputer, et Damien était doué pour ça, ne jamais franchir les lignes bruyamment, juste les enjamber calmement et jouer les surpris quand je le remarquais. Quand il a commencé à arriver en retard, c'était avec des excuses, trafic, travail qui s'éternise, perte de la notion du temps. Quand il annulait des projets, c'était toujours à la dernière minute, suivi d'un décontracté, tu es flexible, non? Quand il me taquinait devant ses amis, il appelait ça de l'humour, tu es trop sérieuse, disait-il en souriant pendant qu'il riait, détends-toi, je plaisante. Si je ne riais pas avec eux, il soupirait, tu es épuisante quand tu fais ça. Ce mot encore, épuisante. D'une manière ou d'une autre, j'étais toujours le problème, pour avoir remarqué, pour m'être souvenu des dates, pour avoir attendu qu'il tienne parole. La première fois que j'ai essayé de lui parler de respect, il n'a pas élevé la voix, il s'est reculé, bras croisés, mâchoire serrée, et a dit, tu surinterprètes les choses, tu crées des problèmes là où il n'y en a pas. Et parce qu'il semblait si sûr de lui, j'ai douté de moi-même, me disant que c'était à ça que ressemblaient les relations à long terme, moins de romantisme, plus de réalisme, mais le réalisme ne devrait pas donner l'impression de rétrécir. Le pire n'était même pas les retards ou les blagues, c'était la certitude, Damien se comportait comme quelqu'un qui connaissait déjà la fin, comme si j'étais verrouillé. Quand je mentionnais des limites, de l'espace, du temps, de la considération, il hochait la tête sans s'engager, disant « Ouais, bien sûr, on va travailler là-dessus », mais rien ne changeait. J'ai commencé à remarquer des schémas, si ses amis étaient impliqués, je passais en dernier, si c'était entre mes sentiments et son confort, le confort gagnait, si je résistais trop fort, il se retirait, froid, silencieux et contrôlé, pas dramatique, juste assez distant pour punir. Je n'avais pas réalisé à quel point je m'étais adapté jusqu'à ce qu'un soir, je me tienne dans ma propre cuisine et me sente comme une invitée, ce qui aurait dû m'effrayer davantage. Ce que Damien ne savait pas, ce qu'il n'a jamais pris la peine de demander, c'est que pendant qu'il prenait ses aises, j'observais, pas avec colère, mais attentivement. J'avais commencé à documenter les choses dans ma tête, pas pour les utiliser contre lui, mais pour comprendre si c'était réparable. Je me posais des questions silencieuses, si rien ne changeait, pourrais-je vivre comme ça?
Si j'arrêtais d'initier les choses, resterait-il quelque chose? Si je partais, que perdrais-je vraiment? À cette époque, un email est arrivé dans ma boîte de réception, un recruteur pour un poste auquel j'avais postulé des mois plus tôt et oublié, un poste en télétravail, un bon salaire, basé dans une autre région avec des visites occasionnelles. Je ne l'ai pas dit à Damien, pas parce que je me cachais, mais parce que je savais déjà ce qu'il dirait, c'est pas pratique, c'est le mauvais moment, pourquoi tu envisagerais ça? Je me suis dit que j'en parlerais après notre anniversaire, après ce dîner test, après une soirée où il arriverait à l'heure et me traiterait comme une priorité au lieu d'une obligation. Ce dîner devait être ma réponse. Je ne suis pas allé dans ce restaurant en espérant un miracle, j'y suis allé en espérant un effort, un contact visuel, une responsabilité, quelque chose d'assez solide pour s'appuyer dessus. Au lieu de cela, j'ai eu des rires, des moqueries et une menace déguisée en confiance, tu le regretteras si jamais tu pars. Quand il l'a dit, j'ai réalisé quelque chose avec une clarté terrifiante, Damien ne croyait pas que j'avais des options, il croyait que l'endurance était la même chose que la loyauté, et il croyait que la peur me retiendrait. Cette nuit-là, bien avant l'arrivée du camion, bien avant qu'il ne claque les portes et ne fasse des menaces, j'avais déjà franchi une ligne invisible. Je ne planifiais pas une vengeance, je planifiais un soulagement, et une fois cet interrupteur basculé, il n'y avait pas de retour en arrière car l'érosion fonctionne dans les deux sens, et au moment où Damien a remarqué ce qui se passait, il ne restait plus grand-chose pour le soutenir. Si Damien pensait que l'intimidation fonctionnerait, il a changé de tactique rapidement car le vendredi soir, le « love bombing » a commencé, je suis rentré à la maison avec une odeur de vraie cuisine, pas de plat à emporter, il avait préparé un dîner élaboré, mis la table correctement, allumé une bougie, il avait changé aussi, portant la chemise que je lui avais achetée l'année dernière, coiffé, rasé de près, présentation parfaite. Il a souri comme si nous rembobinions le temps, je pensais qu'on pourrait passer une soirée tranquille, juste nous deux. Je ne me suis pas assise. Il a continué en tirant une chaise, tu te souviens de notre voyage l'été dernier? On était bien à ce moment-là, vraiment bien. Je m'en souvenais clairement, de la façon dont il avait passé la majeure partie du voyage collé à son téléphone, des plaintes concernant l'hôtel, des commentaires sur le fait que les choix de restaurants n'étaient pas à son goût. J'ai demandé, ce voyage où tu t'es plaint tout le temps? Il a balayé ça de la main, je suis grognon quand je voyage, tu le sais, puis plus doucement, mais les bons moments comptaient, ils comptent toujours, et il a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé et dit, je suis fatigué, je vais me coucher. Il a vérifié l'heure, il est 21h. J'ai dit, grosse journée demain. Il m'a suivi dans le couloir, tu vas vraiment jeter 3 ans à la poubelle pour un dîner? J'ai répondu, ce n'est pas un dîner, c'est un schéma. Il s'est arrêté dans l'encadrement de la porte, tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi. J'ai croisé son regard, c'est justement le but. Il a dormi sur le canapé cette nuit-là, pas parce qu'il était blessé, mais parce que se retirer était sa version de la punition, ce qui a rendu les choses plus faciles. Samedi matin, 6h, mon téléphone a vibré, dehors j'étais déjà habillé, la camionnette de mon frère s'est garée, phare perçant l'obscurité du petit matin. 2 de ses amis sont descendus, très pro, pas de questions. Tout ce qui était important avait déjà été emballé pendant la semaine, vêtements, électronique, documents chargés dans ma voiture. Maintenant venait le reste, les meubles qui étaient à moi avant que Damien ne les remplace lentement par ses préférences, mon bureau, mes étagères, mon matériel qu'il avait poussé de côté. Nous avons travaillé vite, silencieux, efficace. À 7h30, Damien a trébuché hors de la chambre en pantalon de survêtement, la confusion écrite sur son visage, et a exigé, qu'est-ce qui se passe bordel? J'ai dit, je déménage. Il a répliqué, tu ne peux pas juste. C'est ma maison aussi. J'ai répondu, c'est mon appartement, mon nom est sur le bail. Il s'est mis devant la porte, bloquant l'un des gars portant un carton, et a claqué, stop, on doit parler. La voix de mon frère était calme, monsieur, veuillez bouger. Damien a dit sèchement, ne m'appelle pas monsieur, puis se tournant vers moi, Élise, dis-leur d'arrêter. J'ai dit, on a presque fini, tu devrais probablement t'habiller. Il m'a regardé comme s'il ne reconnaissait pas la personne en face de lui, puis il a fait volte-face et a disparu à l'intérieur, criant déjà dans son téléphone. À 9h, tout ce qui m'appartenait avait disparu, l'appartement avait l'air faux sans mes affaires, comme un décor manquant de la moitié de ses accessoires. Damien se tenait là, habillé maintenant, les mains sur les hanches, où est-ce que tu vas? Tu ne peux pas te payer un autre endroit, tu as besoin de moi.
Je l'ai regardé, j'ai un nouveau travail, dans une autre région, je commence lundi. Sa mâchoire est tombée, quand allais-tu me le dire? J'ai dit, je n'allais pas le faire. Il a ricané, on est séparés, tu as planifié ça dans mon dos. Je lui ai tendu une enveloppe, le bail se termine dans 2 mois, le numéro du propriétaire est dedans si tu veux le reprendre. Il l'a regardé comme si c'était une insulte, c'est dingue, quand ce boulot s'effondrera, quand tu seras seul, ne viens pas pleurer vers moi. J'ai dit, je ne le ferai pas. Et sur ce, je suis sorti. Il pensait m'avoir fait peur pour que je reste, il n'avait pas réalisé que la décision avait déjà été prise. Le trajet hors de la ville semblait irréel, pas de cris, pas d'adieu dramatique, pas de poursuite désespérée, juste la distance qui s'étendait devant moi. Quelque part après avoir quitté le département, mes épaules se sont enfin détendues, pas parce que j'avais gagné quoi que ce soit, mais parce que la tension que je portais n'avait plus nulle part où vivre. Lundi est arrivé rapidement, le nouveau travail était tout ce que Damien avait l'habitude de dénigrer comme « pas si important », des attentes claires, une communication directe, des gens qui venaient quand ils disaient qu'ils le feraient. Le respect n'était pas quelque chose qu'on devait gagner là-bas. J'ai trouvé un petit appartement à 20 minutes du bureau, propre, calme, vide de la meilleure façon, chaque mètre carré semblait intentionnel. Le premier soir, je me suis assise par terre en mangeant des plats à emporter, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur, pas de voix élevées, pas de portes claquées, pas d'attente de déception. La paix n'était pas bruyante, elle était stable. Cette paix a duré 4 jours. Le vendredi matin, Damien a trouvé mon LinkedIn, le premier message était neutre, sois prudente, j'espère que tu t'installes bien, j'ai réfléchi à tout. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, on devrait parler, finir les choses comme ça n'était pas juste. Toujours rien. En milieu de semaine, le ton a changé, m'ignorer ne te rend pas forte, ça prouve juste que tu t'en fiches. Je l'ai bloqué. Un autre compte est apparu, bloqué à nouveau. Puis il a appelé ma mère, elle m'a téléphoné ce soir-là, la voix tendue, Élise, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Damien? J'ai répondu calmement, j'ai mis fin à la relation. Elle a dit, il dit que tu l'as laissé quand il avait besoin de toi, que tu as choisi le travail plutôt que lui. J'ai fermé les yeux un instant, il a choisi de ne pas travailler, ce n'était pas ma décision. Elle a insisté, il est en difficulté, il n'a pas de logement prévu. J'ai répondu, il vivait dans mon appartement sans payer de loyer, ce n'était pas une difficulté temporaire, c'était un sentiment de dû. Elle n'a pas répondu tout de suite. Je n'ai pas mentionné que Damien avait démissionné de son travail 6 mois plus tôt, qu'il n'y avait pas de date de mariage, pas de lieu, pas de vrai plan, juste l'hypothèse que je continuerais à porter le poids. L'appel suivant est venu de mon ancien propriétaire, Mademoiselle Morel, votre ex-partenaire crée de la confusion. Mon estomac s'est serré, comment ça? Il a expliqué, il dit aux gens que vous vivez toujours là, il a commandé de la nourriture à votre nom et quand le livreur a demandé après vous, il a prétendu que vous étiez indisponible. Ce n'était pas de la négligence, c'était calculé. Le propriétaire a ajouté, si ça se reproduit, nous devrons impliquer les autorités. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, me connectant déjà à mes comptes. Cette nuit-là, des alertes d'achat ont frappé mon téléphone l'une après l'autre, Amazon, plusieurs articles, montants élevés. J'ai ouvert l'application, 300 € de commandes en attente, vêtements, chaussures, électronique. Damien avait encore accès, un reste du temps où il gérait les commandes du ménage. J'ai tout annulé, changé chaque mot de passe, supprimé tous les moyens de paiement. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu, je n'ai pas répondu. Le message vocal est arrivé immédiatement, la voix de Damien a claqué, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout annulé. Il a rappelé, cette fois du téléphone d'un ami, et a dit dès que j'ai décroché, tu ne peux pas juste me couper les vivres après tout ce que je t'ai donné. J'ai demandé, par exemple? Il a dit, mon temps, mon engagement. J'ai répliqué, tu vivais sans payer de loyer, tu as quitté ton travail, tu as annulé des projets, tu m'as manqué de respect. Il a riposté, je comptais sur nous, tu es juste parti. J'ai dit, ne me contacte plus, si tu le fais, je le documenterai, et j'ai raccroché sans un mot de plus. 2 jours plus tard, mon frère m'a envoyé des captures d'écran, Damien avait posté sur Facebook des photos de mon ancien appartement, à moitié vide maintenant, dépouillé des choses qu'il équilibrait, avec la légende, quand tu donnes tout à quelqu'un et qu'il part au moment où la vie devient dure. Les commentaires affluaient, tu mérites mieux, certaines personnes ne pensent qu'à elle, elle a choisi l'argent plutôt que l'amour.
Il ne m'a pas traité d'abusive, il n'en avait pas besoin, il laissait les gens remplir les blancs. Un commentaire s'est glissé avant de disparaître, n'as-tu pas démissionné avant qu'elle ne parte, supprimé en quelques minutes. La réalité se refermait sur lui, il avait 6 semaines pour quitter l'appartement, pas de travail, pas d'économie, pas de plan B, parce que Damien n'avait jamais cru que je partirais vraiment. Quand sa mère a appelé ensuite, sa voix était plus douce, il a fait des erreurs, mais il t'aimait. J'ai répondu, il aimait ce que je fournissais, ce n'est pas la même chose. Elle a demandé, pourrais-tu l'aider avec le loyer juste temporairement? J'ai dit, demande-lui ce qui est arrivé à la bague de fiançailles. Silence. Parce que nous savions toutes les deux qu'il l'avait retourné il y a des mois pour du liquide. J'ai bloqué son numéro après ça. 2 jours plus tard, mon application bancaire a envoyé une alerte, tentative de demande de crédit. J'ai immédiatement contacté la Banque de France pour signaler une usurpation d'identité, j'ai déposé une main courante, sauvegardé chaque message, chaque horodatage. Damien n'était pas émotif, il était désespéré, et les hommes désespérés ne supplient pas, ils escaladent. Je me suis assise à ma table de cuisine ce soir-là, ordinateur ouvert, organisant la documentation, les messages, les vocaux, les captures d'écran, parce que je comprenais quelque chose clairement maintenant, partir n'avait pas réglé le problème, cela l'avait exposé. Et si Damien avait appris que j'étais capable de partir, il était sur le point d'apprendre que j'étais aussi capable de me protéger. La 2e semaine, j'ai arrêté de me réveiller tendu, non pas parce que Damien avait disparu, mais parce que j'avais accepté qu'il ne le ferait pas. Les hommes comme lui ne lâchent pas prise tranquillement, ils ne s'effondrent pas de l'intérieur, ils cherchent un levier. Le travail est devenu mon encre, les matins avaient une structure, les réunions des ordres du jour, les gens tenaient parole. J'ai réalisé à quel point mon ancienne vie avait été anormale par contraste, combien d'énergie j'avais dépensé à gérer les humeurs de quelqu'un d'autre. Puis, un mercredi après-midi, mon portable a vibré avec un numéro inconnu, j'ai laissé aller sur la messagerie. Quelques secondes plus tard, le téléphone de mon bureau a sonné. La réceptionniste a dit prudemment, « Élise, il y a quelqu'un ici qui demande à vous voir. » Ma poitrine s'est serrée, « Qui ?» Elle a répondu, « Il dit qu'il est votre fiancé, il prétend que c'est urgent. » Je me suis levé lentement, chaque instinct hurlant déjà. J'ai dit, « J'arrive tout de suite. » Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes dans le hall, je l'ai vu immédiatement. Damien se tenait près du bureau de la sécurité, épaules carrées, mâchoire serrée, il avait l'air soigné, chemise repassée, chaussures propres, posture confiante, pas frénétique, pas émotif, préparé. Au moment où il m'a vu, son expression a changé pour quelque chose de répété, inquiet, familier, légitime. « Te voilà » a-t-il dit en s'avançant, « j'ai essayé de te joindre. » Je n'ai pas bougé vers lui et j'ai dit, « Je t'ai dit de ne pas me contacter. » Il a expiré brusquement comme si j'étais déraisonnable, « J'ai conduit 6 heures, tu ne pouvais pas répondre à un message. » La sécurité nous regardait. J'ai dit, « Ce n'est pas approprié, tu dois partir. » La mâchoire de Damien s'est contractée, on doit parler face à face comme des adultes. J'ai répondu, « C'est fini, le fait que tu te pointes ici ne change rien. » Il a fait un autre pas en avant, la sécurité a bougé immédiatement. Le vigile a dit calmement en se positionnant entre nous, « Monsieur, vous allez devoir reculer. » Les yeux de Damien ont glissé vers lui, l'irritation brillant, « C'est entre moi et ma fiancée, je ne fais pas de scène. » J'ai répliqué, « Tu en fais une, tu es en violation de propriété. » Sa voix a baissé, tendue par la colère, « Tu ne peux pas te cacher derrière la sécurité pour toujours. » J'ai soutenu son regard, « Je ne me cache pas, je pose des limites. » Il a dit plus lentement maintenant, « Mesurez, Élise, je mérite une conversation. » J'ai dit, « Non, tu ne la mérites pas, » et je me suis tourné vers la sécurité, « S'il vous plaît, escortez-le dehors. » Pour la première fois, son calme s'est fissuré, pas en larmes mais en quelque chose de plus tranchant, « Tu penses vraiment que ça te rend forte? Fuir ?» La sécurité a placé une main près de son épaule, sans toucher, juste en avertissement, « Monsieur, allons-y. » Alors qu'il le dirigeait vers la sortie, Damien a tourné la tête vers moi, « Ce n'est pas fini, tu ne peux pas juste m'effacer. » Les portes se sont fermées derrière lui. Mes mains étaient stables, mais mon pouls ne l'était pas. Les RH m'ont convoqué immédiatement, j'ai tout expliqué, la rupture, le harcèlement, la tentative de fraude. Je leur ai montré les captures d'écran, les journaux d'appel, les mains courantes que j'avais déjà déposées. Ils ne m'ont pas questionné, ils ont documenté, fait circuler sa photo à la sécurité,
émis une interdiction formelle d'accès. Mon manager a dit, tu as fait ce qu'il fallait, préviens-nous s'il essaie quoi que ce soit d'autre. Ce soir-là, je ne suis pas rentré directement chez moi, je suis resté assise dans ma voiture sur le parking, fixant le tableau de bord, rejouant ces derniers mots, ce n'est pas fini. Il ne l'avait pas dit avec colère, il l'avait dit comme un fait. C'est là que j'ai compris, si Damien savait où je travaillais, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne trouve où je vivais. Je suis rentré et je n'ai pas défait mon sac, à la place j'ai ouvert mon ordinateur, conditions pour une ordonnance de protection, liste de preuves, procédure locale, messages, vocaux, capture d'écran. J'en avais plus qu'assez. Quand les gens parlent de tourner la page, ils imaginent des conversations, des excuses, de la compréhension, mais parfois tourner la page ressemble à de la paperasse, parfois cela ressemble à de la protection, et parfois la seule façon de finir quelque chose proprement est de le rendre officiel. La demande d'ordonnance de protection ne semblait pas dramatique, elle semblait administrative. Je l'ai déposée un jeudi matin avant le travail, assise à ma table de cuisine avec une tasse de café déjà froide. Capture d'écran organisée par date, journaux d'appel surlignés, messages vocaux sauvegardés et transcrits. Chaque pièce à conviction racontait la même histoire, contact après demande d'arrêt, tentative d'accès à mes finances, apparition non invitée sur mon lieu de travail, langage menaçant s'arrêtant juste avant la violence explicite. Le greffier a examiné les papiers sans émotion et a dit « Vous avez assez ici pour une ordonnance d'urgence, un juge l'examinera aujourd'hui. » L'après-midi même, elle a été accordée, Damien serait notifié par huissier sous 48 heures. Je ne me sentais pas soulagé, je me sentais préparé, parce que les gens comme Damien ne réagissent pas aux limites par la réflexion, ils réagissent par l'outrage. Le jour même où l'ordonnance est passée, mon ancien propriétaire m'a envoyé un nouveau SMS, « Votre ex insiste sur le fait que vous avez accepté de payer son loyer à l'avenir. » J'ai fixé le message, incrédule, et je l'ai appelé immédiatement, « Non, absolument pas. » Il a soupiré, « C'est ce que je pensais, il a été difficile, plainte pour bruit, dispute téléphonique tardive, tentative de changement de serrure sans permission. » Il avait même demandé s'il pouvait rester un peu plus longtemps sans payer, promettant de compenser par du marketing en ligne. Le propriétaire a demandé sèchement, « Combien de followers a-t-il » J'ai répondu, « Pas assez pour payer le loyer. » Il a dit, « Exactement. » Le lendemain, Damien a reçu la visite de l'huissier. Selon mon frère qui vivait toujours à proximité, c'est arrivé en milieu d'après-midi. Damien a ouvert la porte, s'attendant à une livraison, au lieu de cela, il a eu de la paperasse. Il ne m'a pas appelé, il n'a pas envoyé de message, il a fait la seule chose qui lui restait, il a appelé ses amis. Ce week-end-là, les appels ont commencé à arriver de numéros inconnus, je n'ai pas répondu. Les messages vocaux s'empilaient, « Salut, c'est Aaron, Damien dit que vous avez eu un malentendu, il a l'air vraiment désolé, peut-être écoute-le. » J'ai rappelé Aaron et j'ai dit, il a essayé d'ouvrir une carte de crédit à mon nom, ce n'est pas un malentendu. Silence. Aaron a dit, oh, il n'a pas mentionné ça. Bien sûr que non. Au cours des jours suivants, j'ai appris que Damien faisait la tournée, une histoire différente pour différentes personnes. À un ami, je l'avais mis dehors sans préavis, à un autre, j'avais vidé nos économies, à quelqu'un d'autre, j'avais promis de le soutenir pendant qu'il se retournait puis j'avais disparu. Les détails importaient peu, l'angle comptait, il n'était pas en colère contre moi, il était en colère que j'ai cessé d'être utile. La plupart des gens ont vu clair rapidement, ceux qui ne l'ont pas fait ont appris quand il leur a demandé de l'argent, 500 ici, 300 là, toujours urgent, toujours temporaire, toujours impayé. À la 3e semaine, il n'avait plus de canapé disponible. Puis il a violé l'ordonnance de protection, c'était subtil, comme s'il pensait avoir trouvé une faille, un nouveau compte Instagram m'a suivi, pas de nom, pas de photo, juste un message, je vis ma meilleure vie, je suppose que je n'avais pas besoin de toi après tout. J'ai pris une capture d'écran, je l'ai envoyée à mon avocat, il a répondu en quelques minutes, ne répondez pas, nous allons signaler. De retour au tribunal 2 semaines plus tard, Damien se tenait devant le juge, bras croisés, mâchoire serrée, pas d'excuses, défensif. Il a dit, je ne la harcelais pas, c'était juste les réseaux sociaux. Le juge a répondu, vous l'avez contacté directement, cela viole l'ordonnance. Damien a ricané, c'est excessif. Le juge n'a pas réagi, 50 heures de travaux d'intérêt général, toute nouvelle violation entraînera une peine de prison. Damien a essayé d'argumenter, d'expliquer, de justifier, ça n'a pas marché. À la sortie de la salle d'audience, il ne m'a pas regardé, n'a pas parlé, n'en avait pas besoin,
Les conséquences étaient enfin plus fortes que lui. Après le tribunal, le bruit autour de Damien a changé, pas plus fort, plus petit, comme une pièce avec moins de sorties. Les gens ont arrêté de m'appeler pour entendre sa version, non pas parce qu'il m'était soudainement devenu fidèle, mais parce qu'il commençait à l'expérimenter directement. La première retombée est arrivée plus vite que prévu, 10 jours, c'est le temps qu'a duré sa meilleure amie, Julie. Je l'ai appris par un SMS tardif, je te dois des excuses, je comprends maintenant. C'était Julie, celle qui avait ri au restaurant, qui avait dit que je m'en remettrais. Je n'ai pas répondu tout de suite, elle a continué à écrire, il a dit qu'il avait juste besoin d'un endroit temporaire, il a dit que tu l'avais pris par surprise, il n'a rien dit de tout ça. Apparemment, temporaire, signifiait emménager comme s'il était propriétaire des lieux, il mangeait la nourriture sans la remplacer, utilisait les affaires des gens sans demander, restait debout tard à faire les 100 pas au téléphone, la voix basse et en colère, amenait des inconnus sans prévenir. Pas dramatique, juste invasif. À la fin de la première semaine, Julie lui a dit qu'il devait trouver ailleurs. Il a argumenté, élevé la voix, lui a dit qu'elle le trahissait, tout comme moi. Ce schéma s'est répété de canapé en canapé, d'ami en ami. Chaque arrêt se terminait de la même façon. Damien ne s'adaptait pas, ne se recalibrait pas, il agissait comme si chaque espace où il entrait devait se plier autour de lui, et quand ce n'était pas le cas, il laissait derrière lui confusion, ressentiment et histoire où il était toujours la victime. Un ami m'a dit plus tard que Damien m'avait décrite comme froide, un autre a dit qu'il m'avait traité de calculatrice. Il n'a jamais dit que j'étais cruelle, jamais dit que j'étais abusive, il a dit que j'étais partie, comme si c'était le péché impardonnable. À la fin du mois, il n'avait plus personne prêt à répondre à ses appels. C'est là qu'il a réessayé, pas par des amis, pas par la famille, directement. Un autre faux compte, une plateforme différente, le message était court, marrant comme ta vie devient calme quand tu penses avoir gagné. Je l'ai transféré à mon avocat sans répondre. En une semaine, Damien était de retour au tribunal. Cette fois, le juge n'a pas posé beaucoup de questions, on vous a explicitement dit de ne pas la contacter, vous l'avez fait quand même. Damien s'est penché en avant, mains appuyées sur la table, incrédule, c'est du harcèlement, elle essaie de ruiner ma vie. Le juge n'a pas élevé la voix, monsieur, vous êtes ici à cause de vos actions. L'ordonnance a été prolongée, l'avertissement était clair, la prochaine violation signifiait la prison ferme. Damien a quitté la salle d'audience le dos raide, les yeux devant lui, sans rien dire. Il n'avait pas l'air vaincu, il avait l'air en colère. La colère sans option est dangereuse, mais elle est aussi insoutenable parce que la rage brûle le carburant rapidement, et Damien était presque à sec. Au moment où il a finalement quitté la région, ce n'était pas dramatique, pas d'annonce, pas de message final, juste une disparition silencieuse. La nouvelle a voyagé lentement, puis tout d'un coup, il était retourné vivre chez ses parents. Même maison, même chambre, même règles, travail à temps partiel dans un centre commercial, heure minimale, horaire strict. Les gens qui l'avaient autrefois défendu ont arrêté de mentionner son nom. Ce n'était pas la loyauté qui s'estompait, c'était l'énergie. Suivre quelqu'un comme Damien demande des efforts, et finalement tout le monde se fatigue. Je ne me suis pas sentie victorieuse quand je l'ai appris, je me suis sentie finie, pour la première fois depuis le restaurant. Je ne me préparais pas à l'impact, je n'attendais pas la prochaine escalade. Ma vie avait de l'espace à nouveau, pas juste de l'espace physique, de l'espace mental, émotionnel, le genre qu'on ne réalise pas qu'on manque jusqu'à ce qu'il revienne. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone pour des menaces, arrêté de scanner les pièces pour les sorties, arrêté de répéter des conversations qui n'arriveraient jamais. Et un soir calme, assise seule dans mon appartement, ça m'a enfin frappé, le pouvoir de Damien n'avait jamais été réel, il n'existait que tant que je restais, et au moment où je suis parti, il s'est effondré. 2 mois ont passé, pas avec un bang, mais avec une installation lente et régulière, le genre de calme qui ne s'annonce pas mais prouve qu'il est réel en restant. Je n'entendais plus le nom de Damien, pas par des amis, pas par la famille, pas par des textos aléatoires qui commençaient par « je ne veux pas être impliqué », mais ceux-là se sont taris quand il n'y avait plus rien pour impliquer qui que ce soit. L'ordonnance de protection est restée en place, il ne l'a pas violée à nouveau, non pas parce qu'il a soudainement respecté les limites, mais parce que les conséquences étaient enfin devenues inévitables, la prison n'était plus abstraite, c'était la suite. Par la bande, j'ai appris ce qui s'était passé après son retour chez ses parents, les mêmes schémas, le même sentiment de dû. Il lui faisait payer un loyer, fixait des couvre-feux, attendait de la cohérence. Il détestait ça,
Il se plaignait à qui voulait l'entendre qu'il avait été forcé de reculer dans la vie, que les gens ne comprenaient pas son potentiel, qu'il avait été saboté. Il n'a jamais mentionné ses choix, jamais mentionné sa responsabilité. Il disait aux gens que j'avais manipulé le système, que j'avais gagné, mais ce mot ne collait pas parce que gagner implique une compétition, et je n'avais pas joué contre lui, j'avais essayé de me sauver. Un soir, un message est arrivé d'un numéro inconnu, j'ai failli l'ignorer, failli. C'était de sa mère, j'espère que tu es heureuse d'avoir brisé mon fils. J'ai fixé l'écran un long moment, puis j'ai tapé, non, j'ai arrêté de le porter, et j'ai bloqué le numéro. Ce fut le dernier contact de quelque nature que ce soit. Après ça, la vie est devenue ordinaire de la meilleure façon, le travail continuait de bien se passer, j'étais en confiance, respecté, écouté, mes idées n'étaient pas rejetées, moquées ou minimisées. Je me suis fait des amis qui ne testaient pas mes limites pour voir à quel point elles étaient flexibles. J'ai recommencé à sortir, pas sérieusement au début, juste des conversations, des cafés, des dîners qui commençaient réellement à l'heure. Et la chose la plus étrange s'est produite, personne ne m'a menacé, personne ne m'a dit que je regretterais de partir, personne n'a sous-entendu que j'avais de la chance d'être toléré. Un soir après un rendez-vous, je me suis assise seule dans mon appartement et j'ai repensé au restaurant, à la voix de Damien, basse, confiante, certaine, tu le regretteras si jamais tu pars. À l'époque, cela semblait puissant, maintenant cela ressemblait à de la peur, parce que les gens qui croient que vous êtes remplaçable ne vous préviennent pas du regret, ils n'en ont pas besoin. Les avertissements viennent de gens qui sentent leur emprise glisser. Mon seul regret n'était pas de partir, c'était d'être resté aussi longtemps que je l'ai fait, pensant que l'endurance était de l'amour, pensant que le silence était de la maturité, pensant qu'être facile finirait par gagner le respect. Ça ne le fait jamais. La leçon n'était pas compliquée, mais elle a été durement gagnée. Quand quelqu'un vous dit que vous regretterez de le quitter, écoutez attentivement, il ne prédit pas votre avenir, il révèle le sien. Et parfois, le retournement de situation le plus inattendu de votre vie est de vous choisir vous-même et de découvrir à quel point le monde devient paisible quand vous le faites. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'être resté avec mon histoire. Je partage ceci non pas pour la sympathie et non pour me peindre en héroïne, mais parce que je sais combien il est facile de confondre endurance et amour, de croire que rester calme, rester patient, rester facile vous vaudra finalement le respect. Ce n'est pas le cas. Quand quelqu'un vous dit que vous regretterez de le quitter, écoutez attentivement. Ce n'est pas de la confiance, c'est de la peur, peur de perdre le contrôle, peur de faire face aux conséquences, peur d'être exposé sans quelqu'un d'autre pour porter le poids. Partir n'est pas une faiblesse, se protéger n'est pas de la cruauté, et choisir la paix ne vous rend pas sans cœur.